s'agit tout d'abord de présenter l'industrie du luxe à l'échelle mondiale. Ce marché représente 249 milliards d'euros à l'heure actuelle. Il pourrait représenter 285 milliards d'euros d'ici 2020, ce qui induit une croissance annuelle de 3 à 4%. Aujourd'hui, ce marché est relativement attractif puisqu'il regroupe près de 310 millions de consommateurs et ce chiffre est croissant. Le leader du marché est un groupe français, LVMH. Il regroupe des marques célèbres telles que Louis Vuitton, Fendi ou encore Marc Jacobs et son chiffre d'affaires se situe à une hauteur de 22 milliards d'euros. Pour ce qui est d'Hermès, cette entreprise qui est à la base un magasin de sellerie fondé en 1837 par Thierry Hermès s'est donc développé afin de devenir un des leaders du marché du luxe. Son chiffre d'affaires se situe à 5,2 milliards d'euros en 2016, ce qui lui assure une place confortable à la 13e place. Hermès emploie 12 244 employés à travers le monde et possède 307 magasins exclusifs. Hermès doit son succès aux piliers de sa stratégie de différenciation qui sont la créativité, la maîtrise des savoir-faire et surtout une communication singulière. Pour ce qui est des parties prenantes, elle reste classique, la direction avec le gérant Alexandre Dumas, les salariés, les clients, les actionnaires. Il faut savoir que le capital d'Hermès se partage principalement entre les trois grandes familles héritières de Hermès. Et enfin, les fournisseurs, de nombreuses tanneries, mais aussi des éleveurs de crocodiles et d'autruches pour les peaux. Hermès dépend beaucoup de ses fournisseurs qui garantissent la qualité de ses produits. Les activités d'Hermès sont toutes regroupées autour d'un seul et même métier qui est le luxe. Toutefois, on peut distinguer 5 domaines d'activité stratégiques différents et qui ont chacun leur facteur clé de succès. Donc, ils sont dans l'ordre décroissant de leur part dans le chiffre d'affaires. Tout d'abord, la maroquinerie-sellerie qui représente 46% du chiffre d'affaires d'Hermès et dont les produits sont les sacs, les portefeuilles, les ceintures ou encore les selles, et où ce sont tout d'abord la qualité du cuir, puis le savoir-faire centenaire d'Hermès en la matière qui prévalent, ainsi que l'image et la légitimité de la marque dans ce domaine précis. On retrouve ensuite le prêt-à-porter et les accessoires qui représentent 21% du chiffre d'affaires, notamment donc avec les costumes, les robes, les gants ou encore les chapeaux, et où c'est le design, l'image de la marque, et notamment à travers les défilés qu'ils organisent, et le savoir-faire des créateurs qui sont les plus importants pour les consommateurs. Ensuite, on retrouve la soie et les textiles, qui représentent 12% du chiffre d'affaires, donc qui sont composés du fameux carré Hermès, qui est emblématique de la marque, ou encore les foulards, les écharpes ou les bandanas, et où c'est la qualité du tissu et la légitimité de la marque, et également le design reconnaissable, qui sont les facteurs essentiels. Ensuite, on retrouve l'horlogerie-bijouterie, qui représente 8% du chiffre d'affaires, qui est composé des montres, bracelets, bagues ou encore des pendentifs, et où la qualité du métal et du cuir, l'image de la marque et le mécanisme sont les facteurs clés, même si l'entreprise ne possède pas de compétences en propre pour ce domaine et fait appel à des sous-traitants. Enfin, on retrouve la parfumerie qui représente 6% du chiffre d'affaires et où ce sont essentiellement l'image de la marque et le packaging qui importent, car Hermès en fait ne possède pas non plus de compétences spécifiques dans ce domaine et fait appel à des sous-traitants. Nous allons maintenant aborder la partie sur l'analyse du système concurrentiel. Parlons d'abord du jeu concurrentiel. L'industrie, c'est le luxe, donc le système concurrentiel, et on peut dire que d'un point de vue de la maturité, on se situe sur une croissance stable, relativement stable, même si cette année, il y a eu une baisse de la croissance de moins 1% en taux de change courant selon Bain & Co. Et quelles sont les raisons principales ? La première, c'est le ralentissement économique de la croissance des émergents, avec notamment la Chine, le tassement du marché américain et les conséquences de la baisse du tourisme en Europe depuis les attentats à Paris et à Bruxelles en 2014. Et maintenant, si on regarde un peu toute la partie sur la dynamique internationale de l'industrie, on peut dire que l'industrie du luxe est une industrie mixte, c'est-à-dire qu'elle possède à la fois une force d'intégration globale et une force d'adaptation locale. On le voit avec LVMH qui vend ses sacs connus partout dans le monde, les foulards d'Hermès aussi qui se vendent partout. Mais on a aussi une force d'intégration locale
d'adaptation locale, avec Hermès qui ne produit que des collections, certaines collections qui sont destinées qu'à une certaine zone, comme c'est le cas avec la collection Kawaii. Et en termes de concurrents, finalement, Hermès se situe à la 10e position, avec un chiffre d'affaires de 5 milliards, 5,2 milliards d'euros. Elle se différencie de ses principaux concurrents via son taux de marge opérationnelle qui est de plus de 30%, et c'est un cas unique dans le luxe. Sinon, les deux principaux concurrents sont LVMH, 23 milliards de chiffre d'affaires, et Richemont, 15 milliards de chiffre d'affaires. En 2016, on observe une baisse d'attractivité du marché des produits personnels de luxe qui regroupe la maroquinerie, la mode, l'horlogerie, les joailleries et les parfums. Et en effet, ce marché devrait représenter en 2016 un chiffre d'affaires de 249 milliards d'euros contre en 2015 251 milliards d'euros. Mais cependant, pour Hermès, la tendance n'est pas la même puisque le chiffre d'affaires consolidé a atteint en 2016 5,2 milliards d'euros et a donc progressé de 7,5% à taux de change courant et 7,4% à taux de change constant. Et c'est aussi la première fois qu'Hermès dépasse les 5 milliards de chiffre d'affaires. On peut également observer la tendance DAS par DAS entre 2015 et 2016 en observant leur taux de croissance. En effet, la maroquinerie-sellerie a augmenté de 14% grâce à une demande forte. Les vêtements et accessoires ont augmenté de 4% grâce au succès des dernières collections. Et les soies et textiles ont diminué d'1% seulement, l'horlogerie de 3% seulement, car pénalisée sur le marché de l'Asie hors Japon. Et les parfums ont quant à eux augmenté de 9% grâce au succès de Terre d'Hermès. Et on observe surtout le succès d'Hermès et sa possibilité de maintenir sa croissance grâce à sa compétence cœur, la maroquinerie-sellerie, qui en effet, grâce à son savoir-faire, ses matières premières issues de ses propres élevages, lui apporte une valeur ajoutée forte et une forte valeur perçue par le client. Et Hermès peut ainsi se permettre d'avoir des prix plus élevés sur ce domaine d'activité stratégique et d'obtenir la plus grosse marge du marché des produits personnels de luxe. Et donc Hermès réussit à maintenir sa croissance en 2016 malgré une baisse générale d'attractivité du marché des produits personnels de luxe. Hermès met en place une véritable stratégie structuraliste. La stratégie structuraliste a été théorisée par Chaikin et René Mauborgne. Pour répondre à une stratégie structuraliste, il faut répondre à 3 éléments. La première est la value proposition. Hermès dispose de véritables produits attrayants pour ses clients qui sont considérés comme uniques grâce à son savoir-faire, mais aussi qui disposent de l'image positive que renvoie le Made in France dans le domaine de la mode. Ensuite, Hermès est capable de tirer du profit de la vente de ses clients. On vient de voir que Hermès disposait d'une marge bénéficiaire de plus de 30%, notamment grâce au fait qu'elle dispose de ses propres tanneries et de son réseau de distribution maîtrisé grâce à ses nombreux shops exclusifs. Enfin, Hermès est capable d'imposer sa stratégie à l'ensemble de ses employés grâce à une politique salariale très poussée qui se veut familiale, tout en maintenant des salaires élevés. On parle souvent d'un 13e mois de salaire chez Hermès. Hermès paye également des mutuelles à tous ses salariés. Donc nous allons vous présenter les 5 forces de Porter à présent. Concernant le pouvoir de négociation des fournisseurs, il est nul car la plupart des fournisseurs d'Hermès sont internes, à savoir que Hermès détient, alors notamment pour l'audace maroquinerie-sellerie, mais Hermès détient ses propres élevages d'autruches, de crocodiles ou voire même de vaches. Le pouvoir de négociation des clients, il n'est pas nul parce que ça ne coûte pas, ça ne coûte rien aux clients d'aller voir ailleurs, mais Hermès reste seul dans cet hyper luxe et avec ce savoir-faire. Donc le pouvoir de négociation des clients n'est pas très important. Les barrières sont assez fortes à l'entrée. Puisque la concurrence est très intense, les barrières sont assez fortes à l'entrée puisque les meilleures matières premières sont déjà détenues par Hermès. Donc pour les concurrencer, ça devient très complexe. Et en revanche, la seule faille serait la possibilité de produits de substitution, qui même s'ils ne s'adressent pas à la même clientèle, notamment en Chine, peuvent quand même représenter un danger pour les marques de luxe, spécialement Hermès, avec de la contrefaçon.
Alors concernant la matrice, nous avons choisi d'utiliser la matrice McKinsey et pas la matrice BCG parce que les économies d'échelle ne sont pas intéressantes dans le domaine du luxe et aussi parce que les parts de marché non plus ne sont pas représentatives. Les parts de marché de Hermès dans le marché complet de la maroquinerie sont très faibles et pourtant ça n'empêche pas d'avoir une importance en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices. Donc nous avons utilisé la matrice McKinsey. D'après les informations de Xerfi et puis les informations plus générales de livres comme Le Capital au XXe siècle de Thomas Piketty par exemple, nous nous sommes rendus compte que le luxe était un marché qui avait un attrait tout particulier, même si la croissance, on l'a vu, est un petit peu moins de ces dernières années. On peut se dire que c'est seulement temporaire puisque l'inégalité des ressources est de plus en plus forte et qu'il y a de plus en plus de riches sur la planète, pour faire simple. Donc le luxe a plutôt de beaux jours devant lui. On a donc vu que le marché du luxe était attrayant. Maintenant, pour les atouts d'Hermès, on voit que la compétence cœur d'Hermès reste maroquinerie-sellerie, donc au plus haut dans les atouts et dans l'attrait du marché. Donc c'est pour ça que pour tous les DAS, on ne peut pas dire vraiment que le marché ne soit pas attrayant. Donc on a quand même mis un marché quand même toujours attrayant pour tous les DAS, que ce soit textile, parfum ou horlogerie, bijouterie, ainsi que vêtements et accessoires. En revanche, pour ce qui est de parfum et horlogerie, puisque c'est sous-traité par Hermès, nous avons considéré que les atouts étaient moins importants que pour la maroquinerie-sellerie par exemple, puisque ça ne bénéficie pas de tout le savoir-faire d'Hermès. Évidemment, il y a l'image de marque, les parfums Hermès sont un franc succès. L'horlogerie, même si au Japon la croissance est un petit peu ralentie, ça reste un succès aussi puisque tous les DAS sont en croissance. Donc voilà, il y a des atouts pour tous les DAS, mais particulièrement pour les DAS qui bénéficient du savoir-faire d'Hermès, donc particulièrement pour la maroquinerie-sellerie, contrairement aux parfums et à la parfumerie et à l'horlogerie. Donc, concernant les recommandations de Hermès, dans un premier temps, nous pensons qu'il faudra poursuivre les développements qualitatifs du réseau de magasins Hermès, notamment dans les pays en voie de développement à fort potentiel, comme par exemple ce fut le cas à Rio de Janeiro, ou bien encore à l'aéroport de Hong Kong, ou bien à Macao, pour ne citer que cela. Dans un deuxième temps, nous avons pensé qu'il faudra par la suite donner la priorité aux agrandissements et aux rénovations dans plusieurs succursales de Hermès qu'ils ont au travers de l'ensemble des pays dans lesquels ils sont déjà présents. Ensuite, compte tenu de la forte demande qu'il y a dans le domaine de la maroquinerie et de la sellerie, comme nous l'avons déjà précédemment cité, il sera intéressant de continuer à effectuer des investissements conséquents pour la fabrication de nouveaux sites de production, avec par exemple en 2016, comme il a été question justement des investissements conséquents en Franche-Comté ou bien encore en Isère et en Charente. Et donc par la suite, il sera utile aussi de continuer ces investissements. Nous savons donc Hermès a une tradition de communication qui est particulièrement singulière et donc c'est pourquoi il serait utile de continuer à proposer des expériences qui soient à la fois riches et surprenantes, tout en cherchant aussi à renforcer leur impact à travers l'activation de l'ensemble des médias. Donc ici, l'idée serait justement la recommandation plutôt serait d'intensifier les activités digitales et de garder très active leur stratégie événementielle. Et enfin, pour terminer, comme nous savons, Hermès est reconnu pour son haut savoir-faire et donc la recommandation ici serait de continuer justement à concevoir et à fabriquer des objets d'exception comme par exemple c'est le cas des selles Hermès. Et en somme, grâce au succès de son modèle d'entreprise unique, la maison Hermès poursuivra sa stratégie de développement à long terme qui est fondée donc sur la créativité, la maîtrise des savoir-faire ainsi que leur communication particulièrement singulière. Alors, au niveau des recommandations pour Hermès, on s'était dit que par rapport aux sociétés occidentales et à la cause animale, qui prend quand même de plus en plus d'importance, on voit notamment toute la mauvaise publicité qui est faite à propos de la fourrure et autres, et on se disait que, notamment à propos des cuirs rares chez Hermès, le crocodile et l'autruche particulièrement, ça peut être un frein à l'avenir parce que les clients vont être de plus en plus regardants sur la manière dont sont traités les animaux. Et il y a eu beaucoup de vidéos qui ont tourné sur internet sur le traitement des alligators notamment, qui sont traités de façon assez barbare. Donc on se disait que pourquoi pas utiliser un autre DAS à l'avenir, comme par exemple le DAS soie,
pour ne plus utiliser de matière animale comme le cuir et faire des sacs en soie ou en tout cas dans d'autres matériaux. On voit que d'autres marques ont déjà amorcé un petit peu le pas. Alors c'est moins luxueux, mais Gérard Darel avait fait des sacs en PVC notamment la saison dernière.